dans ce lot de victimes, on dénombre aussi les propriétaires terriens. Oui. Voilà aussi une catégorie de personnes aussi qui avec le temps, ne vont pas vraiment s'en remettre. Parce que c'est un investissement qui vient de partir en fumée. C'est un investissement qui vient d'être détruit. Et quand c'est comme ça, au plan psychologique, ça crée généralement, pour certaines personnes qui n'ont pas cette résilience-là, c'est-à-dire que cette capacité à faire face à cette réalité difficile, pour certaines personnes, il peut naître en eux, en elles du moins, des pensées suicidaires. Qu'est-ce qu'il faut? La première des choses à faire, c'est d'abord mettre en place une cellule de crise. Une cellule de crise. Une cellule de crise qui va essayer, en amont ou en aval. En amont, on n'a pas encore détruit. En aval, on a déjà détruit. Que faire? Donc, une cellule de crise qui va chercher à faire des prises en charge psychologiques de ces personnes qui ont déjà vécu l'événement. Et une cellule de crise, la même cellule de crise va chercher aussi à attaquer les personnes qui n'ont pas encore vécu la situation, mais qui vont vivre la situation. Qui vivent dans les quartiers à risque. Les quartiers à risque. Il faut prévenir. Il faut déjà prévenir. Mais en plus même de la prévention, il faut aussi les amener à comprendre. Parce que je peux te prévenir pour te dire, ils vont venir casser. Mais qu'est-ce que je fais? C'est ça, c'est ce qui est le plus important. Ce n'est pas, l'État dit, on sensibilise. Mais la sensibilisation n'est pas l'arme pour vraiment aider ces personnes. C'est déjà la prise en charge même de ces personnes. Mais est-ce qu'on utilise les personnes ressources pour sensibiliser? Ça aussi, c'est une question. Oui, ça, c'est une question qui vient toujours sur la table. Est-ce que l'État utilise les personnes ressources pour faire cela? Là, je ne le sais pas. Et je ne peux pas m'y hasarder. Certainement, je me dis quand je pose la question, je comprends, mais je vais dire, vous avez parlé des psychologues. Oui. Si on prend quelqu'un qui est dans un ministère, qu'on l'envoie juste pour porter un message, est-ce que ça, c'est de la sensibilisation? Non, non. C'est de ça que je parle. Non, non. En fait, c'est ça le comble. Lorsqu'on parle de sensibilisation, et je le dis toujours dans mes rapports avec les autres, lorsqu'on dit sensibiliser quelqu'un, le verbe sensibiliser, c'est toucher l'aspect sensible de la personne. C'est-à-dire que c'est qui peut le toucher pour qu'il prenne conscience que là où il vit, ce n'est pas bien pour sa santé. Là où il vit, il peut laisser sa vie. Mais quand vous partez pour sensibiliser, pour dire, quittez là, parce qu'on vient détruire, ce n'est pas une sensibilisation. On vient seulement vous informer que vous devez quitter les lieux. Mais l'aspect traumatisant qui gère, c'est ça en fait. Donc ce qui est le plus important, avant d'envoyer des fonctionnaires de l'État pour aller sur le terrain, pour porter l'information, il faudrait qu'on envoie d'abord des psychologues pour essayer de faire une autre forme de sensibilisation. Parce qu'il faut encadrer l'information. Justement, une autre forme de sensibilisation pour dire à ces personnes que lorsque l'événement va se produire, voilà comment vous devez vous comporter. Alors que quand tu vas quelqu'un pour lui donner l'information pour dire on vient pour détruire, c'est différent de ce que le psychologue doit faire. Très bien. Monsieur Digbe, si j'allais dire docteur Alain Digbe, oui. L'État a déjà entrepris des démarches. L'État a annoncé récemment des mesures allant de l'attribution des terrains à certains propriétaires et aussi à louer certains montants à des locataires. Je crois que c'est 250 000 francs par ménage. Alors, quels peuvent être l'impact de ces mesures de l'État sur les victimes? De prime abord, l'impact est un soulagement partiel. C'est partiel. Vous dites bien partiel? Oui, partiel. Parce que quand vous écoutez même ceux qui reçoivent ces dons-là, les bénéficiaires, ils vont te dire que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est partiel. Mais l'État fait ce qu'il peut. L'État fait ce qu'il peut. L'État donne ce qu'il peut donner. Mais c'est maintenant aux bénéficiaires de comprendre qu'ils sont dans un nouveau paradigme. C'est-à-dire qu'ils sont dans une nouvelle situation avec laquelle ils doivent s'accommoder. Donc l'État a fait ce qu'il pouvait faire. Maintenant, il arrive maintenant aux bénéficiaires de comprendre que cette situation qu'on a vécue, il faudrait qu'on en prenne. Il faudrait que ça nous conseille. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça en fait. En fait, voilà la question même qu'eux-mêmes doivent se poser. Parce qu'ils ne peuvent pas demander à l'État de leur donner des maisons de 30 millions, 40 millions. Non. C'est des milliers de personnes. Donc l'État fait ce qu'il peut faire. Êtes-vous en train de demander aux victimes d'apprendre à renaître ou à revivre? Oui, évidemment.
Merci pour cette lucarne à vraiment revivre. C'est pour ça, devant ces genres de situations, il faudrait qu'on apprenne à ces victimes-là d'être résilientes. D'être résilientes pour dire que c'est des situations qui arrivent. Et que ce n'est pas eux seuls. Ils ne sont pas les premiers, ils ne seront pas les derniers à qui ces situations vont arriver. Mais ce qui est plus important dans cette situation, c'est de voir quelle stratégie je dois mettre en place pour essayer de dominer sur cette situation, pour ne pas que demain, ça soit une situation qui me traumatise, qui fait que je n'arrive plus à vraiment vivre normalement. Très bien, toujours dans la recherche de solutions, que doivent faire les parents proches de ces victimes? Vraiment, c'est une très belle question. Il faut dire que la famille est un pilier. Nos familles ici sont nos piliers lorsque nous sommes dans des situations de détresse. Donc les familles proches, ceux qui peuvent aider quelqu'un, c'est de prendre ses bagages qui sont dehors, les mettre chez soi, chez le parent proche. Ça soulage un peu la douleur de celui qui vit dans cette situation-là. Ça soulage un tant soit peu. Mais lorsque la famille va chercher à vouloir marginaliser, à vouloir rejeter cet individu qui est déjà dans une situation pénible, ça va augmenter son traumatisme, ça va augmenter sa détresse. Et lorsqu'il saura qu'il n'y a personne autour de lui pour l'accompagner dans cette situation difficile, vous allez voir un matin dans la rue, ou au bord de la rue, ou quelque part là, il s'est empoisonné ou il s'est pendu. Mais la famille doit être ce pilier-là qui doit soutenir ces personnes-là qui se trouvent dans ce genre de situation. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez l'émission Tout dit sauf. Docteur Alain Digbe, dites-nous, que doit faire la population dans ce cas? Parce qu'on est dans une famille, oui, on grandit dans un quartier, oui, dans un village, oui, on appartient à une communauté, et puis plus tard, on appartient à toute la nation. oui. La population doit montrer ce côté de communauté, de l'aide. Pas rejeter, pas marginaliser, pas pointer du doigt. La population doit être cette entité-là qui doit apporter un soutien. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Oui, ça n'arrive pas qu'aux autres en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres. Même si ce n'est pas le déguerpissement, l'entité de cette population peut se retrouver aussi dans une autre situation et qui aura besoin aussi de cette même population pour l'aider. C'est ça aussi la communauté. Donc la population doit avoir un regard bienveillant. L'élan des solidarités. L'élan des solidarités, justement. Donc cette population doit avoir un regard bienveillant sur ces personnes-là, qui n'ont pas demandé à être là où ils sont. Parce que qui ne veut pas être à Cocody? Qui ne veut pas être à la Riviera 4? Qui ne veut pas être dans une grande maison? Donc lorsqu'on voit des personnes dans ce genre de situation, la première question qu'on doit se poser, c'est de les accompagner. Parce qu'ils n'ont pas mérité. Ils ne méritent même pas d'être dans ces lieux-là. Donc vraiment, c'est le soutien. C'est leur apporter. Si je peux apporter un soutien, je le fais. Si X peut apporter un soutien, je le fais. Il doit le faire. Pour qu'on sente que dans ce pays-là, nous sommes un pays uni, un pays qui aide lorsque l'autre a des problèmes. Pas un pays qui rejette l'autre lorsqu'il est dans une situation difficile. Donc c'est ça en fait, l'élan de solidarité que la population ivoirienne doit apporter à ces personnes-là qui sont déjà dans une souffrance et qu'on ne doit pas empirer en les rejetant. Voilà un peu. Plusieurs personnes vivent encore dans des quartiers précaires ou des quartiers à risque. Vous êtes psychologue social. Qu'est-ce que l'État devra faire? Comme je l'ai dit tantôt, l'État doit réfléchir à mettre sur pied une cellule de crise, de prise en charge psychosociale déjà de ces personnes-là, pour essayer d'endiguer même cette situation qui va être une situation traumatisante pour eux. Il faut déjà mettre une cellule de crise, une cellule de prise en charge, pour qu'en amont, on puisse déjà accompagner ces personnes avant même que la situation de crise, même sur le terrain, ou le déguerpissement même arrive. Donc il faut des psychologues déjà sur le terrain pour aider ces personnes. Êtes-vous prêt, docteur, à accompagner l'État? Évidemment. Évidemment, lorsqu'on a un diplôme de ce genre-là, ce n'est pas pour rester à la maison. Le psychologue, il est plus humaniste. C'est-à-dire que ce qu'il aime faire, c'est aider. Qu'est-ce qu'il peut faire pour aider l'autre?
C'est ça en fait, comment ça s'appelle, c'est qu'il sait faire. Donc si l'État demande, avec cette émission, si l'État met en place, ou si l'État demande que des psychologues viennent accompagner, nous on sera prêts pour accompagner l'État. C'est ce qu'on sait faire. Très bien, vous êtes psychologue social. Oui. On parle de psychologue du travail. Oui. Et bien d'autres. Quelle est la différence? Ok. D'abord, la psychologie, il faut la définir. C'est une science qui étudie tout ce qui est en rapport avec le comportement. Le comportement, c'est ce qui est visible. C'est-à-dire que le psychologue ne juge pas un individu en fonction de ce qui est au fond de lui, mais en fonction de ce qu'il voit. C'est-à-dire que si je vous vois en train de poser un acte ou des actes répétés, ça devient un comportement pour vous. Je dis, ce monsieur-là, certainement, si vous le voyez en train de faire ça, voilà certainement ce qu'il a vécu dans sa famille. Et je peux faire l'histoire même de votre famille, votre histoire même d'ailleurs, en rapport avec le comportement que vous avez. Et c'est celui aussi qui étudie tout ce qui est processus mental, c'est-à-dire que les émotions, l'intelligence, tout ce qu'on ne peut pas voir, le psychologue arrive à étudier cela. Le psychologue d'abord. Maintenant, social, c'est quoi? Il est en rapport avec la société. C'est-à-dire que j'étudie l'individu de façon singulière et puis j'étudie l'individu en rapport avec les autres. Est-ce que les rapports que j'ai avec l'autre, est-ce que ce sont des rapports bienveillants ou est-ce que ce sont des rapports conflictuels? Si c'est conflictuel, qu'est-ce qu'il y a à la base? Et je cherche à savoir qu'est-ce qui peut faire que deux individus qui devaient d'ailleurs s'aimer soient en conflit. C'est ça le psychologue social. Contrairement au psychologue du travail, lui, il est en rapport avec tout ce qui se passe dans le travail. C'est-à-dire que les stress au niveau du travail... Docteur Digue, toutes nos excuses, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Nous sommes bien obligés de mettre fin à cette émission. Si vous avez des problèmes en psychologie, dans vos familles, en entreprise, partout, docteur Alain Digue est à votre disposition. Vous n'avez qu'à contacter Éveil Média.